Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance de marché qui reste compliquée, même si on arrive à trouver à court terme les arguments techniques peut-être pour un rebond des actions européennes en cette fin de séance. Un rebond qui aura tenu tout au long de la journée avec une hausse autour de 2% cette fin de journée en Europe. Pour le CAC 40 par exemple, au-delà de ça, on voit quand même toujours beaucoup de défiance sur des compartiments d'actifs risqués. Les matières premières qui ont déjà pas mal retracé ces derniers temps continuent de baisser. Le pétrole n'arrive pas à se stabiliser. On est reparti à la baisse avec un pétrole Brent et WTI qui sont désormais sous les $100. Et puis du côté des devises, le roi dollar reste indétrônable. Pourtant, la séance d'hier avait déjà été spectaculaire sur le mouvement d'une seule journée, la force du dollar qui emporte tout sur son passage. On peut noter que derrière la force du dollar, il y a aussi peut-être quelques éléments de faiblesse spécifiques à l'euro qui expliquent que l'euro-dollar se retrouve désormais sous 1,02 aujourd'hui. C'est donc un nouveau plus bas depuis 20 ans et plus pour la parité euro-dollar. Ce sera d'ailleurs le sujet d'ouverture de Planète Marché dans un instant avec nos invités. La soirée sera marquée par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui avait vu une hausse une surprise organisée en dernière minute pour une hausse de 75 points de base. On essaiera de trouver quelques éléments peut-être pour comprendre ce changement de régime en matière de hausse de taux pour la Réserve fédérale sur la réunion du mois de juin et quelles peuvent être les perspectives pour la prochaine réunion qui se tiendra fin juillet. Et puis sur le plan macro, la semaine sera marquée par des indicateurs d'emploi importants aux États-Unis puisque l'inflation est un sujet de discussion permanent, certes, mais pour les marchés, le vrai sujet désormais, c'est peut-être la question des perspectives de croissance et la résilience du marché du travail américain, qui est toujours dans une forme exceptionnelle. Mais on va essayer de guetter peut-être des premiers éléments d'un retournement ou d'un refroidissement du marché du travail américain. On attend encore des créations d'emplois substantielles sur le mois de juin et un taux de chômage qui devrait rester proche des plus bas historiques. 3,6% de taux de chômage attendu par les économistes pour le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié en fin de semaine. Voilà pour le programme du moment pour les marchés et pour les investisseurs. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons à quelques jours maintenant du début de la saison des publications du résultat du deuxième trimestre. Nous nous focaliserons sur le secteur de la santé et des grandes pharma avec un analyste spécialiste du secteur, c'est Jean-Jacques Le Fur chez Bryan Garnier qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est un rebond qui a tenu aujourd'hui en Europe après une lourde séance hier. Il faut le rappeler, quand le CAC 40 perdait quasiment 3%. Hier, il reprend aujourd'hui près de 2%. Les infos clés avec Alix Nguyen. Le CAC se maintient dans le vert et ce malgré les hésitations de Wall Street alors que l'indice ISM des directeurs d'achat du secteur des services aux États-Unis a moins reculé que prévu. Il ressort à 55,3 contre 55,9 en mai et 54 anticipé. Pour rappel, l'indice parisien connaissait hier sa pire séance en près d'un mois. Aujourd'hui, il semble se concentrer sur la fin de la grève dans le secteur du pétrole et du gaz en Norvège. Et celle-ci se traduit par un léger repli des cours du gaz européen. Le marché accueille tout aussi chaleureusement le rebond surprise des commandes à l'industrie allemande en mai. Elles ont augmenté de 0,1% sur le mois, après une baisse d'1,8% révisée en hausse en avril. À une échelle européenne, le stock 600 de la distribution caracole en tête. Il se trouve porté par l'annonce d'Amazon quant à sa prise de participation de 2% dans la filiale américaine de livraison de repas de Just Eat Takeaway, Grubhub, à Amsterdam. Le titre de ce dernier flambait cet après-midi jusqu'à 20%. Sur le marché d'échange, le dollar reste ferme face à l'euro. On relève par ailleurs que la devise américaine se renforce contre la livre sterling sous l'effet de la démission de plusieurs ministres du gouvernement de Boris Johnson. Globalement, la tendance reste fragile face aux craintes de récession. À noter que ce soir, la Fed publiera le compte-rendu de la dernière réunion de son comité de politique monétaire. Et puis vendredi, nous découvrirons le rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis. S'agissant des valeurs à suivre,
titre Safran est en nette progression après l'annonce par Air France-KLM d'un accord avec CFM International. Celui-ci porte sur l'acquisition de 200 moteurs afin d'équiper sa flotte. Airbus et Air France-KLM avancent aussi dans le vert. Alstom progresse après avoir indiqué avoir reçu une commande estimée à 387 millions d'euros de la part de Madhya Pradesh Metro Rail Corporation pour les métros des villes de Bhopal et Indore en Inde. Et puis Total Energy et Engie reculent alors que les députés de la NUPES ont appelé hier à l'instauration d'une taxe temporaire de 25% sur les super profits des groupes énergétiques afin de financer les aides prévues dans le projet de loi du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Il sera examiné en Conseil des ministres demain. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Didier Borowski nous accompagne également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes le responsable Global Views de l'Amundi Institute. Et Xavier de Buren avec nous également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Merci Grégoire. beaucoup d'être là. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap. Gestion, je l'ai annoncé dans le sommaire, donc allons-y. Le point d'entrée de la discussion, c'est les devises et la parité euro-dollar. Donc c'est le jeu de la parité. Il y a parfois 2 histoires en une. La grande histoire, ça reste l'histoire du dollar. Il n'y a rien de nouveau dans la tendance, effectivement. La hausse du dollar, on la constate jour après jour, semaine après semaine, mois après mois depuis un certain temps maintenant. Non, ce qui est assez spectaculaire, c'est que cette tendance ne s'épuise pas. C'est peut-être le trade le plus surpeuplé du moment. Pour autant, cette tendance ne perd pas en traction et continue d'accélérer là, sur les dernières heures et les derniers jours. Qu'est-ce qui se joue à travers le dollar et à travers l'euro également, peut-être, puisqu'il faut en discuter, Véronique? Oui. Alors, je ne suis pas certaine que la tendance soit la même. Que le dollar continue sa montée est un peu surprenant quand on voit ce qui se déroule du côté des taux d'intérêt, le retournement des anticipations d'inflation, les hésitations quand même très claires du marché sur ce que va faire la Fed dans les mois à venir, qui n'ont pas gêné le dollar. Et particulièrement pas par rapport à l'euro. Et l'euro est en train de... J'ose pas dire le mot, mais on n'est pas loin de l'effondrement. En tout cas, la devise européenne baisse très substantiellement. Voilà. Alors, est-ce que c'est un mouvement uniquement lié à la force du dollar, les anticipations de taux? On voit qu'en Europe, c'est difficile d'envisager de remonter les taux d'intérêt, pour le moins. Et face au sujet de la fragmentation, est-ce qu'il y a davantage? J'ai l'impression qu'il y a davantage. Et ce davantage me semble lié au fait que, d'abord, incite à ne pas se réjouir de la baisse de l'euro, peut-être bien au contraire. Pourquoi? L'euro était une devise forte qui, à mon avis, avait 2 points de force essentiels. La garantie sur le modèle d'une banque centrale, modèle Bundesbank, de l'absence d'inflation ad vitam aeternam en zone euro, et des excédents courants allemands, qui étaient finalement les 2 soutiens qui ont fait de cette devise une devise forte aux grandes dames d'ailleurs de nos industries. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Une inflation qui s'est envolée, quasiment 9%, qui pourrait rester un petit peu élevée. Collante. Voilà, dont on a pas mal d'incertitudes sur la capacité à envisager qu'elle ne revienne, en tout cas dans la zone des 2%, et une disparition totale des excédents allemands et donc de l'excédent courant de la zone euro. Et là encore, c'est un sujet sur lequel on peut discuter, on peut avoir des opinions, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas certain de pouvoir prévoir et qu'il se peut que cette situation perdure. En réalité, que les gros excédents allemands aient disparu pour longtemps, compte tenu des difficultés de l'Allemagne à remettre son économie sur la voie d'une croissance, des marchés à l'export qui vont être certainement plus compliqués à l'avenir que par le passé, etc., etc. Et donc finalement, on a probablement les éléments d'une devise qui devient une devise faible. Donc il y a un sujet de faiblesse de l'euro. Potentiel. En parallèle de la force du dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on a des changements d'anticipation sur la politique monétaire ou des craintes additionnelles, eh bien le risque, c'est qu'effectivement l'euro réagisse beaucoup plus fortement. L'autre sujet qui vient forcément à l'esprit, en tout cas pour des économistes, c'est que si l'euro devient une devise plus faible, voire faible, eh bien il y a une prime de risque quelque part qui doit se créer. Cette prime de risque, elle doit venir sur les taux d'intérêt. De combien?
à quel terme, etc. Ce sont des questions qui soulèvent beaucoup d'incertitudes, nous n'avons pas les réponses. Mais voilà à quel point, finalement, une bonne nouvelle qui a été attendue pendant des années devient un sujet d'inquiétude sur ce que devient la zone euro. Et puis, un autre sujet d'inquiétude, c'est que l'euro baisse finalement au pire moment, à celui où on n'a vraiment pas besoin d'avoir un renchérissement de nos importations liées à la devise. Donc, voilà. Ce que vous dites sur les excédents courants, parce que c'est vrai qu'on a vu, alors c'est la balance commerciale, techniquement allemande, qui a été déficitaire sur un mois au mois de mai, vous dites que c'est peut-être pas juste un accident d'un mois. Non, de toute façon, c'est certainement pas un accident d'un mois. On a vraiment une tendance, y compris sur les excédents courants, plus gros. Oui. Donc depuis longtemps, et même avant forcément, parce qu'il y avait le Covid aussi, avant la guerre en Ukraine. Et véritablement, on peut imaginer qu'on revienne autour de zéro, peut-être légèrement positif, mais les gros excédents... les dizaines de milliards d'excédents par mois. Qui faisaient que l'euro était quand même cette devise forte, cette monnaie refuge. Cela, on verra. Voilà, le mieux qu'on puisse dire, c'est on espère, mais c'est pas certain. Didier. Oui, donc il y a, comme le disait Véronique, un élément de défiance vis-à-vis de l'euro qui paraît assez clair. Ceci dit, je tempérerai l'argument par une chose, c'est en termes de taux de change effectif, en moyenne contre les autres devises, l'euro se déprécie pas autant que ça. On rappelle juste taux de change pondéré des échanges. Voilà. Celui qui compte, on va dire, pour l'économie, celui qui compte vraiment en théorie pour l'inflation importée, c'est le taux de change effectif. Alors modulo le fait que les matières premières étant libellées en dollars, la baisse de l'euro par rapport au dollar, c'est une mauvaise nouvelle à prix en dollars constants des matières premières. Bon, la bonne nouvelle sur la période récente, c'est que ça s'accompagne d'un repli du prix du baril, donc on n'a pas d'alourdissement de la facture énergétique. Mais de façon structurelle, ce qu'on voit en effet, c'est qu'on va avoir, dans les mois qui viennent, une facture énergétique qui va rester élevée. Le risque, il est haussier sur les prix de l'énergie, même si on a un repli pour le moment lié à des anticipations de ralentissement de la demande. Ça vient au pire moment avec de l'inflation potentiellement un peu importée. Ça s'explique pour partie par le fait que la guerre en Ukraine, en tout cas les conséquences de la guerre en Ukraine, sur le plan économique, c'est un choc puissamment asymétrique. Et à ce choc asymétrique qui existait, s'ajoute le choc asymétrique possible d'un tarissement des exportations décidées par les Russes de gaz vis-à-vis de l'Allemagne. C'est pas le scénario le plus probable, mais c'est un scénario qui est possible, qui provoquerait une récession industrielle en Allemagne, donc qui plomberait en effet, comme Véronique le disait, le modèle allemand qui a été quand même l'un des facteurs de la force de l'euro. Donc c'est un élément de défiance supplémentaire, parce que si l'Allemagne rentre en récession durant l'hiver prochain, alors si on a en même temps un hiver rigoureux et un tarissement, et je veux dire l'absence d'exportation russe de gaz vers l'Allemagne, on aura une récession en zone euro plus importante. Alors avec une facture énergétique élevée, donc on pourrait à la fois avoir un excédent commercial qui fond et en même temps une faiblesse conjoncturelle beaucoup plus marquée. C'est un cycle et déjà une forme de certitude chez certains. Oui, alors non, il faut se méfier des certitudes. D'accord. Et les investisseurs. Restons humbles. Oui, restons humbles sur la capacité de prévoir. Personne n'a la fonction de réaction de Poutine donc, c'est possible. C'est possible. Et le simple fait que ce soit possible fait qu'il y a un risque significatif. Et que ce risque significatif, il est d'une certaine façon escompté à la fois dans les cours des actions, mais également dans la valorisation de l'euro. Voilà. C'est un risque qu'il faut prendre en compte pour l'hiver prochain. Si on fait le tour des primes de risque qui entourent l'euro aujourd'hui, ok, donc les conséquences de la guerre en Ukraine, le risque macroéconomique, j'entends. Est-ce qu'il y a derrière la faiblesse de l'euro un sujet sur un questionnement des investisseurs, sur la volonté, voire la capacité de la Banque Centrale Européenne à traiter le sujet de la fragmentation dans une période où elle cherche à normaliser sa politique monétaire? Est-ce qu'il y a un doute qui s'instille? Parce que s'il y avait vraiment un doute sur la fragmentation, il y a eu à un moment donné un doute, il peut revenir, on le verrait sur les spreads, on ne le voit pas trop, on est revenu sur du 200 plus en termes de points de base sur l'Italie versus l'Allemagne. Donc pour l'instant, ce que le BCE dit sur la fragmentation, ça suffit? Pour le moment, c'est crédible, on verra le 21 juillet ce qu'ils annoncent en pratique, on sait qu'il y a des oppositions du côté de l'Allemagne, je ne crois pas que ce soit le déclencheur au jour d'aujourd'hui de l'affaiblissement supplémentaire de l'euro. Je crois qu'en effet, il y a beaucoup d'investisseurs et d'économistes qui commencent à pondérer significativement dans leur scénario l'idée qu'on va vers une récession en zone euro. Ils ne l'avaient pas en tête. Récession des profits, c'est pas le cas.
du côté des États-Unis. Il y a un affaiblissement conjoncturel à venir aux États-Unis, on pourra en reparler, mais en termes relatifs, il y a une dynamique relative américaine versus la zone euro qui est favorable aux États-Unis, aux actifs américains et au dollar à court terme. Mais bon, les arbres ne montent pas au ciel. Je pense que le dollar peut s'apprécier à court terme, c'est notre sentiment. Toujours. Continuer de s'apprécier. C'est une tendance de marché. Mais je ne crois pas que le dollar reste ad vitam aeternam sur les niveaux de valorisation aussi élevés. Petite parenthèse, là aussi, pour des investisseurs non résidents qui regardent la zone euro comme étant une zone imparfaite, est-ce que le sujet du Brexit reste sous les radars ? C'est le gros bazar aujourd'hui à Londres dans ce qui reste du gouvernement Johnson. Mais avant cela, on avait vu quand même la volonté du Premier ministre britannique de remettre sur le devant de la scène la question du protocole nord-irlandais. Je sais que ça ne fait pas les gros titres et que ça intéresse plus grand monde, moi le premier, mais ça a été quand même un énorme sujet et ça a été un facteur d'affaiblissement de l'euro à un moment. Ça peut revenir sur le devant de la scène. Je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui, mais en effet, il faut garder en tête qu'il y a ce type de facteurs géopolitiques qui peuvent revenir sur le devant de la scène et encore plus affaiblir l'Europe. Je pense que là, le vrai sujet, c'est l'affaiblissement conjoncturel de la zone euro avec un choc asymétrique potentiel d'ici la fin de l'année. Véronique et puis Xavier. Voire structurel, parce qu'en réalité, une des questions qu'on se pose, c'est l'avenir de l'Allemagne. Non, mais c'est vrai, on découvre quand même, cette guerre a révélé des erreurs stratégiques de l'économie allemande et une faiblesse intrinsèque qui n'était pas du tout intégrée. Et encore, donc à partir du moment où on reconsidère cette valeur allemande, si je peux dire, effectivement, c'est tout l'édifice de la monnaie unique qui est fragilisé. Alors c'est vrai qu'il y a le choc conjoncturel potentiel avant la fin de l'année, mais ça fait des années que l'Allemagne perd des parts de marché. Et ça fait des années qu'on s'interroge sur leur modèle, enfin un certain nombre va s'interroger sur leur modèle. Et là, on découvre effectivement toutes ces failles, à la fois sur le plan énergétique, sur le plan industriel, sur le plan secteur automobile, l'industrie allemande. Où en est-on ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de demain ? Je pense que toutes ces questions sont là et qu'à partir elles sont tellement présentes. Je ne dis pas que c'est forcément les réponses négatives qui vont in fine être confirmées, mais que ça fragilise, ça redessine complètement l'image qu'on pouvait avoir de cette monnaie unique, de cette zone de confiance. Ce qui va au-delà, me semble-t-il, des interrogations conjoncturelles. Oui. Ce que tu dis, en fait, c'est peut-être un choc sur le taux de change d'équilibre de l'euro. Voilà. Et ça, c'est un autre sujet. Non, mais c'est bon. Non, mais comme quoi la question des devises n'est pas inintéressante à ce stade. Qu'est-ce que ça vous inspire, Xavier ? Et peut-être avec un prisme microéconomique, les mouvements forts, rapides de devises, c'est jamais bon pour le business, pour des entreprises globalisées. Alors ça dépend lesquels, effectivement, parce que là, la forte baisse de l'euro par rapport au dollar favorise les entreprises exportatrices. Et on en voit, il y a des très gros poids des indices qui vont avoir ce vent favorable qui va continuer à jouer pour cette année et qui va apporter de la croissance supplémentaire. Et ça doit dire que c'est assez favorable. Il faut rappeler que les entreprises exportatrices qui ont leur base de coûts en euros, c'est des éléments qui sont très, très, très favorables. Autre élément, mais qui est peut-être plutôt anecdotique aujourd'hui, c'est qu'on voit un retour des consommateurs américains en voyage en France. Et qu'à voir les queues devant les magasins de luxe sur les Champs-Élysées, le taux de change favorable pour les Américains, ou en tout cas pour les gens qui payent en dollars, leur permettent de faire des courses à bon compte. Donc ils ont gagné 10% de pouvoir d'achat depuis le début de l'année. Et quand je parlais des entreprises un peu exportatrices, évidemment, l'industrie du luxe en profite très, très clairement. Donc, oui, ça marche encore. Cette équation-là, elle reste valable même dans un monde plus chahuté, moins fluide. Dans les ventes immobilières à Paris, mais aussi partout en France, mais dans des pays comme la Grèce, etc. Vous avez, ou au Portugal, où il y a un afflux d'acheteurs américains qui profitent favorablement de ce taux de change. Donc, il y a quelques gagnants. Globalement, je suis parfaitement d'accord, c'est que les fondamentaux de l'euro aujourd'hui sont baissiers et cumulent malheureusement beaucoup de choses à la fois. Un risque politique, donc qui se paye là aujourd'hui, la guerre en Ukraine, risque politique, mais ça vient s'ajouter. Une dynamique macro, comme ce qui a été dit, qui est clairement en retard ou en décalage par rapport à la dynamique macroéconomique qu'on a aux États-Unis. Et donc, ça se paye sur la prime de risque et ça se paye sur le taux de change aujourd'hui. Du côté des entreprises, si on s'intéresse aux publications à venir, qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'on va retrouver là dans les comptes des résultats, dans le discours des entreprises? Est-ce que c'est un trimestre de publication qui s'annonce compliqué? Est-ce que c'est encore pour plus tard? Est-ce qu'on va déjà voir le choc du durcissement des conditions financières, monétaires, de la normalisation de la demande dans certaines catégories de produits? C'est sûr que les publications à venir du deuxième trimestre vont commencer à marquer le pas. On va commencer à rentrer dans le dur. Il est vrai qu'on commence le marché avec quelques craintes sur les publications du premier trimestre qui finalement sont sortis de bonnes factures. Il y a eu sans doute pas mal d'anticipation avec l'inflation. Les entreprises ont commandé, ont fait des stocks. Il y avait sans doute pas mal d'anticipation. Et d'ailleurs, à la sortie des dernières publications, on a eu un consensus qui s'est ajusté à la hausse, bizarrement. Et il est clair que au deuxième trimestre, pour l'Europe et pour les États-Unis. Et pour les États-Unis. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attentes sur ces publications. Il y a beaucoup d'attentes dans le sens où on va avoir des avertissements. On en a déjà eu. On va voir quelle sera la mesure de ces avertissements. Ça permettra de dégager également des entreprises qui ont beaucoup souffert depuis le début de l'année, ces entreprises de qualité qui ont cette capacité d'augmenter les prix, qui ont cette capacité de maintenir leurs marges. Et je pense que ça va être important parce que quand la poussière de tout ça va retomber, on va retrouver ces gagnants, ces entreprises leaders, ces entreprises différenciantes qui ont cette capacité à, quoi qu'il arrive, pouvoir augmenter leurs prix pour couvrir ces hausses de prix des matières premières et des intrants qu'elles peuvent subir. C'est un sujet de marge avant tout, ça peut être un sujet de top line aussi. Je ne sais pas s'il faut, considérer un ralentissement économique qu'on pourrait appeler récession ou autre, j'en sais rien. Mais tout ça est bien sûr corrélé. Il y a de la top line, il y a de la marge, mais clairement, on sait qu'on va, et le marché d'ailleurs est passé, je dirais, d'un sujet d'inflation à un sujet de récession, où on a été, c'est vraiment concentré dans un premier temps sur l'inflation, et maintenant il faut se concentrer sur le sujet de recul de la croissance économique, et ça va impacter la top line, donc, et les marges. Et l'enjeu, ça va être de se positionner sur ces entreprises qui vont faire la différence à travers les difficultés, à travers les cycles, qui vont réussir à maintenir de la croissance, ou en tout cas, si on est dans un scénario de récession lourde, pouvoir limiter la casse, je dirais, et pouvoir, par leur positionnement unique, leur différenciation, à savoir proposer des services, proposer des produits qui sont essentiels ou qui ont de la valeur non substituables, oui, c'est ça, etc. Oui. Et qui vont pouvoir de passer entre les gouttes, notamment au niveau de la rentabilité. C'est quoi un exemple emblématique pour vous de ce que vous décrivez Je vous prends un peu à froid, mais pas du tout. Mais je vais prendre un exemple simple. Dans l'industrie automobile, il y a Ferrari, il y a les autres. Ferrari qui pilote parce que c'est pas de l'auto, Ferrari, c'est du luxe. C'est quand même du secteur automobile. Oui, techniquement, d'accord, ça a 4 roues et ça a un pare-brise. C'est une entreprise aujourd'hui qui cumule un certain nombre de forces. Il y a la marque, il y a le fait qu'il y a une offre qui est bien inférieure à la demande. Aujourd'hui, dès que Ferrari sort une voiture, quelle que soit la conjoncture, c'est sold out. Dans la première semaine de commercialisation et même avant, on l'a vu lors de la présentation du SUV le Puro Sangue, c'est vendu avant même la présentation officielle du mois de septembre. C'est une entreprise qui n'a pas de sujet d'inflation, puisque c'est parfaitement intégré, elle maîtrise ça très bien. C'est une entreprise qui n'est pas sujette à la hausse des taux, puisque aujourd'hui, les gens qui peuvent se payer des Ferrari, je vous rappelle que le prix moyen d'une Ferrari, c'est 300 000 €, c'est 10% de hausse de prix tous les ans. Qu'il y a un retournement économique, c'est pas très grave. Et c'est des clients qui payent cash, qui sont pas là en train de financer. Et face au défilé électrique, ils sont en ligne, ils vendront du tout électrique à partir de 2035 en Europe, pas de problème. Non, alors c'est 80% sera du full électrique ou de l'hybride, et ils vont garder 20% de moteurs thermiques d'ici 2030. Je vais pas m'attarder sur Ferrari. Vous avez des gagnants structurels, des entreprises qui sont parfaitement positionnées pour, quand c'est un petit peu la tempête, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu.
d'accord, je parle aux deux économistes à présent, Didier, oui, d'accord avec l'idée que le changement de dynamique qu'on a vu, par exemple, sur le marché obligataire américain depuis quelques semaines maintenant, montre que oui, ça y est, les investisseurs regardent avant tout les problématiques de croissance, marché du travail américain, etc., plus que le débat sur l'inflation, qui est un débat traité. Alors attention à cet argument-là, parce qu'on rentre dans une ère qui va être structurellement plus stagflationniste, et on a perdu de vue le fait qu'on pouvait avoir des récessions inflationnistes. Donc ça, c'est un premier point. Attention, la récession n'est pas mécaniquement, automatiquement très désinflationniste. Et donc, ça nécessite l'idée qu'il faut se repositionner à l'achat massivement sur les emprunts d'État américains, sur les emprunts du Trésor américain, parce qu'il y a des risques de ralentissement de la croissance économique américaine. Attention, on peut être encore surpris du côté de l'inflation. Alors, ceci dit, il y a un stabilisateur automatique, entre guillemets, assez puissant. C'est que s'il y a vraiment un ralentissement économique mondial, et on commence à le voir, il y aura une baisse des prix de l'énergie. En tout cas, ils vont revenir plus bas et par conséquent, mécaniquement, ça diminuera les pressions inflationnistes et ce sera quelque chose qui est plutôt bon. Donc ça, c'est un premier élément. Risque de ralentissement économique américain, oui. Récession, pas dans l'immédiat. Mais c'est vrai que la courbe des taux va s'inverser d'ici la fin de l'année. Alors, on va avoir 2 trimestres négatifs, mais c'est pas. Non, alors les 2 trimestres négatifs, c'est pas la demande finale au sens. D'accord, c'est ça. C'est pas la récession économique, c'est la récession technique. D'un point de vue économique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le NER ne qualifiera pas ça de récession. Comme vous le disiez, le chômage est quasiment au plus bas. On a une économie qui est au plein emploi, la consommation et l'investissement sont solides. C'est pas les marqueurs d'une vraie récession. C'est pas le produit intérieur brut qu'il faut regarder pour jauger une récession aux États-Unis. En revanche, est-ce qu'il y a une vraie récession économique qui risque de se produire à l'horizon 2023, s'il y a un durcissement des conditions financières qui se produit, si Jay Powell continue de monter les taux d'intérêt, on ne le croit pas, mais disons que c'est un risque qu'il faut avoir en tête, oui, il y aurait à ce moment-là un risque de récession et il y aurait fondamentalement des investisseurs, à commencer par les investisseurs américains, qui se repositionneraient probablement sur les emprunts d'État, les emprunts du Trésor américain. Ça nous semble un peu prématuré pour avoir cette idée de hedge des portefeuilles dans ces conditions. Mais le risque sur le top line et sur les marges, il est baissier, beaucoup plus baissier en Europe qu'aux États-Unis. Et il faut quand même avoir en tête, c'est que historiquement, quand on a des révisions sur les bénéfices par action, elles sont beaucoup plus marquées en Europe qu'aux États-Unis. Donc attention, sans doute d'ailleurs, parce que le pricing power, la capacité de fixer les prix, elle est plus marquée sans doute pour de nombreuses entreprises américaines qu'elle ne l'est pour de nombreuses entreprises européennes. Donc il va falloir naviguer dans cette terre stagflationniste. C'est pas quelque chose de facile. Attention aux réflexes des 2-3 dernières décennies, où mécaniquement, dès qu'on a un risque de récession, on revient très fortement sur les emprunts d'État. Ça risque de ne pas être l'allocation. Je comprends. Donc ceux qui espèrent un pivot rapide de la Fed doivent rester... quand je dis pivot, c'est revenir à un discours un peu plus adouci sur la lutte contre l'inflation comme la seule obsession. Vous dites, attention. Ça viendra, ça peut venir, mais plus tard. C'est peut-être pas ce que la Fed s'apprête à faire en juillet ou en août, donc en septembre. Mais ça viendra. Notre sentiment, c'est que ça va venir plus tard au 4e trimestre. Ils vont opter pour une communication plus légère. Mais tant qu'ils verront pas de signes objectifs de dégradation marquée de la croissance économique, l'inflation très élevée va les inciter à continuer de tirer sur les taux d'intérêt. Donc c'est anticipé sur la partie courte, mais attention de ne pas être trop en avance. Il y a bien un ralentissement qui se profile, mais je pense que là, il y a peut-être des investisseurs qui sont un peu trop en avance en se disant la récession est pour demain. La récession n'est pas là demain. Donc, très clair. Tant que l'emploi maximum tient, pas de raison que ça change. Oui, d'autant qu'on voit bien le discours de ces derniers mois. Et le discours et la politique, la décision de politique monétaire a été basée sur cette lecture de la solidité du marché de l'emploi, alors qui est une lecture, je dirais, un peu propre à la Fed. C'est pas la lecture qu'ont tous les économistes et pas la mienne, mais bon. Vous trouvez pas qu'il y a une situation exceptionnelle quand même sur le marché du travail ? Absolument pas. Absolument pas. Il y a un pas. taux de chômage extrêmement faible parce qu'il y a eu beaucoup de disparitions. Taux de chômage indemnisé, taux de chômage indemnisé à moins de 1% aux États-Unis. Oui, d'accord. Mais regardons le taux de participation, regardons les créations d'emplois. On est juste revenu au niveau de 2019. Donc, il y a pas, pour l'instant, on était en phase de rattrapage. Il y a rien de spectaculaire. Il y en a pas. Mais, 2 postes ouverts pour un chômeur. Mais on a effectivement un vrai souci, d'ailleurs, plus fondamental peut-être. C'est qu'il n'y a plus d'immigration. Il y a des taux d'émissions par rapport au travail qui sont de vrais sujets et qui peuvent effectivement créer de la surchauffe, mais qui ne révèle pas forcément une économie hyper dynamique et très fortement créatrice d'emplois. C'est toute l'ambiguïté de la situation. Mais je pense qu'effectivement, c'est très tôt d'envisager... Moi-même, mes taux d'effet de fin s'arrêtent à 2,25. Donc, vous voyez, j'ai 50 points de base encore.
je pense que je vais être grillé et qu'ils vont au moins faire 75. Mais c'est ça le message, c'est qu'à un moment donné, ils vont avoir peur. Ils vont être obligés de virer leur cutie, de lever le pas. Et plus tard ils le font, plus ils seront dans une situation embarrassante. Parce que l'objectif, si on a tous la conviction quand même qu'il y a dans le tuyau des éléments, alors on appelle ça stagflationniste, je dirais d'inflation ou de risque de choc d'offres récurrents qui fassent que le niveau de l'inflation en moyenne future soit plus élevé, l'objectif pour une banque centrale, c'est d'arriver à remonter ces taux structurels. Alors, c'est pas en fonçant comme un taureau dans la meute qu'on a le plus de chances d'y arriver. Je pense qu'à un moment donné, il faut être plus graduel, surtout quand on a effectivement des gros warnings des risques de récession qui, on verra avec le rapport sur l'emploi, mais seront probablement pas suffisants avec le rapport de vendredi pour convaincre la Fed. Peut-être que ceux doutes le seront davantage, c'est un petit peu ma lecture. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que le resserrement monétaire commence à porter ses fruits sur les marchés des matières premières, et ça va vite. Tant que le pétrole donnait pas de direction claire, on était obligé d'être prudent, même si on voyait les prix des métaux, du cuivre qui avait déjà baissé, etc. Bien sûr, etc. quand même baissé considérablement. Là, ça y est, le pétrole y est. Donc les anticipations sur les marchés, les anticipations d'inflation ont commencé à se retourner. Il n'y a pas de raison que ça se continue pas, ça se poursuive pas. Et à partir de là, vous avez au milieu d'été des banquiers centraux, des économistes partout qui vont refaire leurs petits calculs. Et puis, comme tout le monde, ils vont trouver que l'inflation va baisser. Et là, je pense que les banques centrales vont pouvoir respirer un peu et lever le pied. Mais je suis complètement d'accord avec Didier. Et le grand risque, c'est qu'ils attendent plutôt octobre, plutôt que fin août, avant de lever le pied. Et là, on risque après d'arrêter un petit peu dans la panique, parce que ça peut aller très vite, me semble-t-il, au niveau de la détérioration de l'économie américaine. Oui, c'est le hasard du calendrier, j'en sais un, mais octobre-novembre, ce seront les élections de mi-mandat aux États-Unis. Oui, alors en général, on a une banque centrale qui essaye de pas changer sa posture politique monétaire. Oui. Donc il faudrait mieux qu'ils arrêtent Biden avant. Biden lui a donné quand même le feu vert pour y aller sur l'inflation. Donc mon vrai target, c'est la réunion de fin d'été. Jackson Hole, où je pense là, on devrait mettre un peu d'eau dans les... Voilà. Juste un point, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les taux d'intérêt réels, ils restent quand même très négatifs. Oui. Quand on regarde en tout cas les taux d'intérêt déflatés par l'indice des prix à la consommation, même sous-jacent, etc. Par conséquent, il peut y avoir aussi cette idée du côté de la Réserve fédérale que quand bien même il y aurait un ralentissement économique et une désinflation induite par la baisse des prix des matières premières, il est nécessaire structurel de reporter ou de continuer de remonter les taux d'intérêt réels graduellement. Il y a cette idée-là qui germe dans les esprits. C'est pas pour rien que Larry Summers, il y a quelques mois, disait que la seule façon de casser l'inflation, c'était de remettre les taux d'intérêt réels en territoire positif. On ne croit pas que la Fed aille aussi loin, mais il faut quand même conserver à l'esprit qu'il y a certains membres de la Fed qui pensent comme ça. Et donc, ça fait partie des épées de Damoclès sur le marché. Attention quand même à cette fonction de réaction inconnue de la Fed. Quand on va commencer à voir la croissance ralentir, mais l'inflation pas ralentir aussi vite que prévu, que fait-elle en pratique? Regardez les taux d'intérêt réels, moi, à mon avis. C'est ça la bonne question. Si on évoque un peu stratégie ou tactique d'investissement, comment vous regardez le marché action aujourd'hui? Alors évidemment, il y a le travail de stock picker, de sélection de valeurs, mais bon, on parle d'un marché obligataire qui semble depuis quelques semaines avoir changé de dynamique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les marchés actions? C'est vrai qu'on a encore en tête la séance d'hier. On se dit, bon, pas parce que les taux rebaissent que les actions ont totalement fini de baisser. Est-ce que c'est un constat que vous partagez tout d'abord, ce qu'il faut voir, un des moteurs normalement dans des marchés à peu près efficients, c'est la capacité de hausse des bénéfices par action. Aujourd'hui, le consensus, il ne s'est pas ajusté. Il n'a pas encore anticipé la baisse de la croissance à venir pour le S2. Par contre, le marché l'a fait. Oui, c'est ça, le marché n'a pas attendu les analystes quand même. C'est toujours pareil. Oui. Là, aujourd'hui, à ces niveaux de marché, le marché anticipe une révision négative de 5 à 6% des bénéfices par action en Europe. Donc, il y a déjà un travail qui est fait. En termes de valorisation, si on regarde le stock 600, on est revenu sous les 12 fois en termes de PE 12 mois forward. Ces 20 dernières années, on a atteint ce niveau simplement 2 fois, crise des subprimes et crise des dettes souveraines. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on a eu un ajustement
assez nette en termes de valorisation sur le marché. Quand on regarde en détail ce qui s'est passé, on a gommé un peu des exagérations de valorisation que certains secteurs avaient atteints depuis longtemps. Que ce soit, on l'a vu du côté des États-Unis avec le Nasdaq, un certain nombre de valeurs technologiques non rentables, que ce soit également sur certaines valeurs du luxe qui avaient atteint des niveaux de valorisation qui n'étaient plus justifiables avec la croissance embarquée organique et des bénéfices par action. Donc on a gommé un peu toutes ces exagérations. On est revenu sur des niveaux de valorisation aujourd'hui qui donc, je pense, ont bien anticipé le ralentissement économique actuel. Je ne suis pas sûr que le marché ait anticipé une récession longue, dure, et forte. D'accord. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. D'ailleurs, on le voit que, et ça rejoint ce que je disais précédemment, sur certaines valeurs de qualité qui avaient pâti des hausses des taux, qui avaient subi des baisses de cours, on voit bien que ces entreprises de qualité, avec des business models différenciants, avec du leadership, avec des parts de marché fortes et des barrières à l'entrée fortes, commencent à retrouver de l'intérêt des investisseurs. Et ça rejoint ce que je disais, où c'est avec ces valeurs de qualité qu'on va pouvoir passer entre ces difficultés économiques, je le pense, et qui pourront amener de la surperformance par rapport au marché. Donc en termes d'allocation, on l'a dit, les publications du deuxième trimestre arrivent. Il risque d'avoir des surprises négatives, sans doute importantes. Et donc, en termes de positionnement, vu la baisse des cours que l'on a aujourd'hui, il serait plus prudent d'attendre les publications du T2, histoire que tout soit nettoyé pour pouvoir revenir sur des dossiers de qualité. Maintenant, il y a des sociétés qui vont montrer à travers leurs publications leur résilience à travers les cycles, et c'est sur ces titres-là qu'on peut déjà commencer à rentrer, parce qu'on est sur des niveaux de valorisation sur certains pans de la cote qui redeviennent attractifs. Qualité, c'est quand même le maître mot. Enfin, c'est naturel, c'est normal, on veut toujours la meilleure qualité, mais on n'a pas vu que de la qualité monter non mais dans les phases hausses. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où le marché s'est concentré d'abord sur l'inflation et commence à venir sur la récession. Et donc, dans la récession, on va privilégier des entreprises de qualité, on va privilégier non pas la value, mais des entreprises qui sont résistantes, qui sont peu dépendantes aux matières premières. Et je dirais que le facteur déterminant ou clé sera vraiment la capacité à maintenir un niveau de rentabilité pour les entreprises. Sur le plan des marchés, est-ce qu'il faut attendre une capitulation que tout le monde attend et qui du coup ne vient pas On en parlait à la mi-journée avec certains de vos confrères, Alain Bocobza, SocGen, je le cite parce que c'est vrai que c'était le sujet de notre discussion. Lui, il constate marché par marché qu'il y a déjà eu des phénomènes de capitulation, mais que, par exemple, sur les marchés actions, c'est difficile de le constater. Ou sur le crédit, même si ça disloque ici et là, c'est difficile de constater un nettoyage complet de ces marchés-là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est attention. Complètement d'accord, il y a des opportunités, et il y en aura probablement au deuxième semestre. Ça paraît clair, tout a un prix. Ceci étant dit, il y a la jambe profit qui vient d'être développée, je partage, mais il y a une jambe aussi global repricing, c'est-à-dire il y a quelque part un de-rating de la classe action lié à un niveau d'inflation structurellement plus élevé. Le fait d'avoir des multiples qui vont évoluer dans des fourchettes structurellement plus faibles dans les années qui viennent, si l'inflation est structurellement plus élevée, ça fait sens. Il y a une relation négative, en gros, avec inflation, entre guillemets, d'équilibre et multiples d'équilibre. Bon, quel est le bon niveau ? Nous, ce qu'on regarde, c'est par exemple quels étaient les multiples d'équilibre dans les années 70, au moment où il y avait de l'inflation beaucoup plus élevée. On n'était pas loin de 12, même en deçà. Donc il est possible de ce qu'on voit aujourd'hui dans les actions, c'est pour partie l'idée, érosion des marges, top line, mais également le fait que les investisseurs commencent à se positionner dans un environnement structurellement plus inflationniste. Donc attention à l'idée, les multiples, en tout cas, notre sentiment, c'est qu'ils ne vont pas remonter. Qu'il puisse y avoir des retours sur des valeurs décotées, sur des entreprises qui ont déjà bien escompté ou qui arrivent à naviguer dans un environnement inflationniste en préservant leur marge, ça nous paraît évident. Et donc ça va donner vraiment toute la valeur à la gestion active, parce que là, il va y avoir des opportunités d'investissement. Mais attention de ne pas anticiper que dans cette phase-là, on va avoir une remontée des multiples. Seule la progression des bénéfices fera monter le prix d'une action. C'est exactement ça. Et le risque sur les bénéfices, comme on en l'a dit, à court terme, il est baissier. Des opportunités, oui, mais attention aux grands indices.
et c'est peut-être prématuré d'avoir un positionnement très directionnel sur les indices. Tout à fait d'accord, et on le voit d'ailleurs en termes sectoriels. Aujourd'hui, le secteur bancaire, qui a des niveaux de valorisation qui sont vraiment très dégradés, dans un environnement comme celui-là et vers lequel nous allons, ne retrouve pas l'intérêt des investisseurs. Alors et j'évoquais le secteur automobile Ferrari tout à l'heure. On voit que le secteur automobile des entreprises comme Stellantis se paye à des niveaux de valorisation de 3 ou 4 fois le PE, des niveaux qu'on n'avait jamais atteints. Pour autant, ça continue de baisser. Ouais. Donc effectivement, les multiples ne sont pas un sujet, et ça va vraiment être la sélection de valeurs, de valeurs de qualité qui va permettre de faire la différence. C'est terminé, on peut pas tout acheter. Ça, c'est valable dans un rebond, et on l'a vu à la sortie de la crise sanitaire où tout remontait parce qu'il fallait rattraper des cours. Aujourd'hui, il va falloir être extrêmement sélectif dans ses allocations. Les banques, on en parlera demain soir avec les équipes d'Axiom, là, mais c'est vrai que je regardais le price to book des banques européennes est revenu sur les niveaux de 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme re-rating quand même entre 2020 et jusqu'à début d'année 2022, jusqu'au déclenchement de la guerre. Bon, en quelques mois, on est revenu price to book à 50-60%. Voilà. Ce qu'on connaissait avant dans le monde normal d'avant. Sur les aspects de marché, Véronique. Oui, c'est un peu l'idée de cette capitulation qui vient pas. Oui, mais... Est-ce que c'est gênant ou pas pour des investisseurs qui aiment avoir un peu de terrain dégagé pour revenir ? Oui, compte tenu des risques assortis à un dégagement un peu trop rapide, je dirais non, c'est pas trop gênant. Et moi, je me satisfais bien d'une capitulation qui ne se fait que par petites touches. Je pense qu'il y a une explication quand même. Enfin, il y a deux explications qui sont en partie liées d'ailleurs. On a encore énormément de liquidités dans les marchés. N'oublions pas, quand on regarde un des indicateurs globaux de liquidité, on a encore cet indicateur global, il a continué à monter jusqu'au fin juin. Et peut-être bien qu'il grimpe encore un petit peu là en début d'été. Donc ça amortit sans doute. Et puis l'argument que mentionnait tout à l'heure Didier, le niveau des taux d'intérêt réels qui sont extrêmement bas et qui permettent sans doute effectivement d'autoriser cet ajustement graduel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de crash, mais ça n'enlève pas l'idée d'un bear market. Et à mon avis, on est là-dedans. La seule chose qu'on puisse escompter, et il n'est pas terminé parce qu'on n'a pas fait les ajustements qui sont nécessaires, donc je crois qu'on est tous d'accord. La seule chose qui puisse encore aider, c'est effectivement si les banques centrales lèvent un peu le pied, c'est-à-dire le gros stress, la grosse menace inflationniste comme on a eu, entre avril-mai, et les anticipations d'inflation qui partent comme ça, qui cavalent à la hausse, ça devrait se calmer. Ça pourra peut-être permettre d'avoir quelques respirations et puis de commencer à y voir un petit peu plus clair dans les choix justement sectoriels. Mais fondamentalement, l'histoire, moi j'adhère complètement à ce qui a été dit sur les PE. Regardons le long terme et ne considérons pas que le long terme a commencé en 2000. Le long terme, il faut remonter... Voilà, avant 95, quand période où il y avait de l'inflation, il y avait des cycles de taux, une certaine instabilité liée à tout ça. Et aujourd'hui, peut-être aller un petit peu plus loin d'ailleurs pour trouver des niveaux, quel que soit l'indicateur de valorisation d'ailleurs, que ce soit les PE ou les multitudes d'indicateurs, on voit bien la cassure du milieu des années 90. Et voilà, on ne sait pas dire où est la réalité. Aujourd'hui, on ne la connaît pas. Elle est peut-être juste entre les deux. Mais potentiellement, on peut temporairement aller voir plus bas. Effectivement, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ce changement. Pour essayer de conclure sur une bonne nouvelle, j'en sais rien, mais est-ce que la Chine, contre la tendance, peut redevenir au moins à court terme, pour quelque temps, un point d'ancrage pour les investisseurs, une espèce de... En termes relatifs, c'est clair. Bouée, ouais. En termes relatifs, c'est clair. En modulo, évidemment, qu'on n'ait pas un regain d'épidémie de Covid sur place. C'est en train d'être testé, parce que les cas repartent un peu, donc on va voir. Ça fait partie des épées de Damoclès. Il faudra vivre avec pendant quelques temps. Voilà. Donc il y a bien un redémarrage de la croissance qui va se faire, pas très fort, mais on attend une croissance quand même meilleure. Il y a des conditions monétaires et budgétaires, une politique monétaire accommodante, une politique budgétaire de soutien de l'activité, le moteur du consommateur qui peut revenir sur le
le devant de la scène. Il y a une demande latente du consommateur chinois qui peut se matérialiser. Donc tout ça, ça plaide pour une réaccélération de la croissance chinoise. Et en termes relatifs, des anticipations de profit qui seront bien meilleures. Et c'est normal de voir donc les actions chinoises rebondir, la tech chinoise rebondir depuis quelques semaines. Notre sentiment depuis un bout de temps, c'est de dire attention, il y a une grande fragmentation des cycles économiques, qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs en termes de diversification, de choix de diversification. C'est le grand retour du risque pays, de la diversification pays. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va multiplier les opportunités d'investissement pour les investisseurs. Il y a quand on regarde les taux d'intérêt, on surcommente les taux d'intérêt réels, zone euro, États-Unis, mais il faut regarder les taux d'intérêt réels sur la planète. Je veux dire, on n'est plus face à un taux américain qui est le taux d'intérêt directeur mondial. Il y a différentes conditions, donc il faut probablement attendre un peu avant de revenir de façon agressive sur les marchés de dette émergents. Mais il y aura, ça c'est notre conviction, au-delà de la Chine, qui est déjà une opportunité d'investissement, il y aura des opportunités d'investissement, mais plus tard dans l'année, sur certains pays émergents. D'ailleurs, autre divergence en Chine, les taux d'intérêt en Chine baissent depuis 2021 quand on est sur des hausses des taux généralisées. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'inflation. Il y a plusieurs cycles et des synchronisations. Ces grandes zones économiques. Nouvelle, oui, bien sûr. Ça stabilise. Cet espoir de récupération de l'économie chinoise, il est essentiel dans le scénario global. C'est ce qui nous permet aussi peut-être d'éviter la récession à tout prix au deuxième semestre. Mais peut-être qu'il sera suivi d'une nouvelle flambée des prix des matières premières. Donc il faut s'attendre à de la volatilité. Il y a les deux faces de la médaille. Il y a des vents contraires, il faut s'attendre à de la volatilité, à la fois sur les prix relatifs, sur les taux d'inflation, sur la croissance. Et donc on rentre dans une phase de volatilité macroéconomique probablement plus élevée. Et ça, on avait perdu ça, je veux dire, depuis plusieurs décennies. On avait tué la volatilité économique. C'est bien sûr. On a appelé la grande modération, entre guillemets. On se demande d'ailleurs pourquoi on l'a appelé grande modération. Ça s'est passé avec des excès de dette, mais ça, c'est la fin. Et ça va générer aussi de la volatilité du côté des profits des entreprises. Volatilité, dispersion. Volatilité, dispersion. Oui, les mots-clés. Et donc, sélectivité. Et opportunité. Mais en étant très, très actif et agile. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour ce tour d'horizon de la planète marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Institute, Véronique Riche-Flores, RF Research et Xavier de Buren, Innocap Gestion étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir qu'on vous propose, c'est de se focaliser sur un secteur spécifique avant le coup d'envoi de la période de publication des résultats du deuxième trimestre, très attendu. On va essayer de développer comme ça quelques secteurs. Demain, on parlera des banques, mais ce soir, on parle du secteur santé pharma avec un spécialiste, Jean-Jacques Le Fur, analyste santé pharma chez Bryan Garnier, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Question très ouverte. On va voir les résultats du T2 dans les prochaines semaines. J'ai pas le calendrier précis des grandes pharma européennes notamment, mais qu'est-ce qu'il faut attendre, quels vont être les points d'attention du marché vis-à-vis de ce secteur, qui est peut-être pas le secteur pour lequel on a le plus d'inquiétude aujourd'hui d'ailleurs, Jean-Jacques. Non, alors effectivement, comme on se le disait en avril dernier, on reste sur un secteur extrêmement résilient. Début de la période des résultats, pour répondre à votre question, c'est le 19 juillet. Les Suisses ouvrent le bal, 19 et 21. Et qu'est-ce qu'il va falloir regarder ? À mon avis, je ne vois pas de risque baissier, en tout cas, ou alarmiste sur ce secteur. Les discussions qu'on a pu avoir, ou que j'ai pu avoir depuis quelques jours avec les large cap pharma, c'est plutôt assez rassurant, même plutôt business as usual, si on peut dire. Ouais. Et ce qu'on va surtout regarder, c'est peut-être la guidance de l'année. Mon idée est la suivante, c'est de se dire, pas de risque qu'elle soit revue à la baisse. Là-dessus, je suis à peu près serein, compte tenu des fameuses discussions que j'ai eues. C'est plutôt d'essayer de comprendre, est-ce qu'on les revoit à la hausse ou pas ? Traditionnellement, au T2, dans la pharma, c'est l'occasion pour un certain nombre de ces compagnies de revoir à la hausse leur guidance pour créer le petit effet positif du deuxième semestre. Cette année, compte tenu de tout ce qu'on nous décrit, tous vos interlocuteurs que j'ai pu voir depuis quelques temps, c'est plutôt assez alarmiste. Oseront-ils ? Alors, je ne pense pas. Honnêtement, celui qui le fera de façon extrêmement certaine de ce qui va se passer. On a vu Novo qui l'a fait en juin dernier. Il a été un peu en avance, sensiblement. Pour les autres, j'ai un peu un doute qu'ils se lancent dans une révision majeure de ce qui peut se passer sur leur guidance de 2020. Oui, je comprends. Ce qui peut créer d'ailleurs de façon intéressante un effet de surprise et de bonne surprise sur Q3 ou Q4. Bien sûr.
Parce que si on n'a pas, ou si par compassion ou sympathie, on n'a pas envie d'afficher de trop bonnes perspectives, sur ce trimestre-là, peut-être qu'on ne se privera pas de le faire au 3e trimestre, si les éléments permettent de le confirmer. C'est ce que je comprends, Jean. Alors, d'une part, et d'autre part, si le consensus se reste ajusté sur la guidance du début d'année, qui est toujours présente, la guidance du début d'année, sûr. on risque d'arriver, et que c'est confirmé, cette guidance est confirmée au Q2, on peut se retrouver sur une fin d'année avec des publications supérieures à ce que le consensus attend, et donc un effet positif sur les titres. C'est un secteur, parce que l'inflation est partout, en tout cas, dans les médias, dans le discours des banques centrales. Et on a des inquiétudes pour certains modèles économiques, évidemment, qui ne sont pas peut-être équilibrés aujourd'hui pour gérer le niveau d'inflation qu'on peut avoir, que ce soit sur les entrants, voire sur la partie demande finale, pricing power, etc. Pour la pharma, comment est-ce qu'il se matérialise ce sujet de l'inflation par les coûts, pour le consommateur final, etc. Alors, les coûts, on l'a déjà évoqué, faible impact du coût des matières premières. Il en existe un petit peu quand même, mais très faible. Le cost of goods, comme on dit, c'est 20% dans la pharma. Donc, c'est pas un sujet, le matière première, c'est pas un vrai sujet pour la pharma. Les discussions que j'ai pu avoir, ils me expliquent qu'aux États-Unis, les hausses de salaire commencent à se faire sentir. Alors certains évoquent des débuts de hausse de prix aux États-Unis de médicaments. Donc les États-Unis sont un endroit un peu particulier où il y a hausse des salaires et peut-être hausse des prix. C'est toujours un peu délicat. Mais en tout état de cause, on comprend qu'ils compenseront. Donc pas de sujet. L'Europe, c'est totalement administré. Le prix, il est fixe. Les gens vont continuer de se soigner, d'être remboursés. Donc le marché restera dans la dynamique qu'il est, même s'il est un peu affecté par Covid. On n'est pas revenu au niveau pré-Covid, mais on est dans quelque chose qu'on connaît. Donc le consommateur final existe. J'entends. Consommera de la même façon. Pas d'impact. Il n'y a pas de risque d'arbitrage, du coup, enfin on appelle ça un consommateur, oui, de celui de l'acheteur de produits pharmaceutiques. Non, mais patient, bien sûr. Oui, non, mais consommateur, c'est le terme qui convient, Jean-Jacques. Il n'y a pas de risque d'arbitrage, de dépenses de consommation. Quand c'est de la santé critique, évidemment, j'imagine que non, mais sur certaines gammes de produits, peut-être de confort ou autres, qui peuvent être des business importants parfois dans ces pharmas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'arbitrage ? Alors, la plupart de ces large cap pharma européennes ont la majorité de leur business dans des produits de prescription. Et donc, c'est le médecin qui prescrit, le patient l'apprend. Ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, on est remboursé. Donc, ce n'est pas un sujet. Les États-Unis, vous avez raison, Grégoire, ça peut être un sujet parce que le reste à charge pour le patient, le fameux out of pocket, il est quand même non négligeable. Et donc là, on peut éventuellement avoir une petite distorsion qui se crée, c'est-à-dire face à d'autres coûts qui s'envolent. Bien sûr. Oui. Est-ce que le patient arbitre et se dit je fais la moitié de mon traitement antidiabétique de ce que je faisais avant ? Difficile de le dire. C'est pas ce qui est constaté a priori, pour l'instant. A priori, non. La santé reste quand même bien sûr. un élément important. Mais s'il doit y avoir une petite poche d'inquiétude ou une petite zone d'inquiétude, ça pourrait être les États-Unis parce que ce reste à charge, il existe et il est non négligeable aux États-Unis. Bon, le secteur, alors si on regarde ça sous le plan de l'investissement et de la résistance boursière, oui, c'est un secteur. Alors je crois qu'il a marqué un plus haut. En avril, je crois, la dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Jacques, on célébrait le pic du stock 600 healthcare en Europe, donc l'indice sectoriel de la pharma, qui a un peu rendu depuis, mais qui reste quand même un des secteurs les mieux disants, les mieux résistants depuis le début de l'année en Europe. Il continue de cocher de bonnes cases là sur le plan de l'investissement boursier par rapport à ce que recherchent des investisseurs aujourd'hui dans le contexte et l'environnement global qu'on connaît. Oui, alors en avril, on était arrivé à un plus haut du secteur, donc qu'on ait une petite correction ou une correction qui s'est accompagnée de la correction des marchés. N'oublions pas que les grosses valeurs pharmaceutiques sont des poids lourds des indices. Donc dans les gestions passives, il doit y avoir un effet indiciel, j'allais dire. En outre, on est revenu aujourd'hui en termes de PE. Je regardais sur le niveau moyen entre 2015 et 2020. Donc on est revenu à des niveaux raisonnables. Il n'y a plus d'excès. Il y en avait peut-être un petit peu en avril, parce que les croissances futures des résultats sont restées à peu près stables à 3 ans, autour de 11-12%. Donc on est revenu à un niveau moyen de 2015-2020. On a
des très bonnes perspectives de croissance. On vient de l'évoquer, il n'y a pas de raison qu'elle soit franchement remise en cause dans le futur, en tout cas au moins à court, moyen terme. Donc oui. C'est un secteur sain sur le plan boursier. Il n'y a pas de phénomène d'exagération. Alors avril, c'était aussi le pic du stress lié à la guerre en Ukraine. Il y avait le phénomène d'aversion au risque. Mais vous dites... Quand on regarde les choses à plat, comme ça, tout est cohérent. Il y a les bénéfices, il y a la valo, il n'y a pas d'exubérance de part et d'autre. Non, je pense que non, parce qu'en plus, on a l'innovation qui est toujours là, donc il n'y a pas de raison qu'on remette franchement en cause cette croissance anticipée, je vous dis autour de 11-12% en moyenne pour le secteur européen de la pharma. Je regardais, alors évidemment, on parle beaucoup des techs, et il y a... l'aspect biotech aussi dans le secteur de la santé au sens large. Donc là, avec des questions de survalorisation peut-être qui ont dû être traitées par le marché. Il y a eu quand même un gros de-rating sur pas mal de ces secteurs biotech, qui sont des modèles différents des grandes pharma, bien sûr, Jean-Jacques, mais je me disais, est-ce que ça offre des opportunités, des perspectives de M&A intéressantes, justement, pour des grands groupes pharma qui cherchent à intégrer toujours plus de technologies, de valeur ajoutée pour demain ? Alors c'est évident. Ouais. C'est d'autant plus vrai que quand on interrogeait les responsables des grandes pharma il y a encore un an... C'était trop cher. C'était trop cher. Eh oui. Et alors là, c'est tombé à des niveaux, je crois que 50% des valeurs de biotech aux États-Unis sont en dessous de leur niveau, enfin sont valorisées en dessous de leur cash. Donc on voit qu'il y a des opportunités. Et ça devenait, d'ailleurs, c'était une des questions principales lors des résultats du premier trimestre. Les analyses, c'est alors, est-ce qu'on est revenu, est-ce que vous êtes prêts à partir ? Je pense que oui, ils sont prêts à partir. Ce que je dirais juste, alors je ne sais pas à quel rythme ils vont aller, ce que je dirais juste, c'est qu'ils ont eu un certain nombre d'acquisitions sur ces 2 dernières années et qu'il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, il faut les intégrer, ces acquisitions. Donc quand on en fait 2, 3, 4, 5 d'affilée, même si on s'appelle Sanofi par exemple, il ne faut pas en empiler non plus trop au risque de gaspiller certaines en ne développant pas la technologie ou le produit qu'on a acquis. Donc oui, on en aura, oui, on est revenu à des niveaux qui sont attractifs pour les big pharma. La limite, c'est la capacité et le savoir-faire en matière d'intégration d'acquisition. Exactement. Alors le savoir-faire, ils l'ont. Est-ce que c'est un peu comme après un bon repas ? Est-ce qu'on est prêt encore à en digérer un peu plus ? Parce que on est bien rempli et il faudrait d'abord qu'on digère ce qu'on a déjà acquis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quelles sont les technologies ? Il reste forcément, mais les technologies qu'on veut ou les produits qu'on veut acquérir. Est-ce qu'on a un portefeuille déjà bien complet avec les acquisitions passées ? Et puis, il faut mettre tout ça en musique. Ou est-ce qu'au contraire, il reste quelques nouveautés ? Oui, c'est ça, à exploiter, à explorer. Exactement. Parce que ce niveau de valorisation, il est redevenu assez bas depuis quasiment le début de l'année, on va dire depuis la fin du premier trimestre, et pourtant on voit bien que ça ne bouge pas énormément. Non. Alors il y a eu aussi petit Oncodesign à Paris, c'est ça, mais c'est du private equity, je crois que ça... Voilà, ça va, mais on n'a pas vu de big pharma, de mouvement. Encore une fois, je pense que c'est avec l'explication que je vous ai donnée, c'est comment on digère tout ce qu'on a déjà acquis et comment on le met en musique. On ne veut pas faire l'acquisition de trop, quand on a déjà bien... Tout à fait. Aussi. Très intéressant, on suivra ça avec attention. Donc à partir de mi-juillet, pour l'ensemble des secteurs, ce sera le coup d'envoi des publications du résultat du deuxième trimestre. Ça va arriver très très vite dans les prochains jours. Et merci pour cet éclairage autour du secteur spécifique de la santé pharma. Jean-Jacques Le Fur qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir, analyste santé pharma chez Bryan Garnier. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.